Un tribunal, c'est un peu comme une scène. Mais ici, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est le sort d'un homme qui se joue. Dans cette salle d'audience, c'est celui de Cédric Jubilard, 38 ans, accusé d'avoir tué son épouse Delphine, disparue depuis 5 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Qui dira s'il est coupable ou innocent? 6 jurés titulaires épaulés de suppléants. Avec à côté d'eux, la présidente de la cour d'assises, entourée de 2 magistrats. Un peu plus bas, les avocats généraux garants de l'intérêt de la société. La greffière, gardienne des règles de procédure. Et de part et d'autre, les avocats, ceux de la famille et des proches de Delphine, et ceux de l'accusé, Cédric Jubilard. Ce procès repose sur des voix et des traces, les auditions des témoins, les pièces de l'enquête, les archives. Nous avons recomposé les éléments, ceux qui accablent et ceux qui défendent. C'est sur ce fil, entre doute et certitude, que chaque juré doit avancer pour forger son intime conviction et décider si Cédric Jubilard doit être condamné ou acquitté. Dans ce procès, pour juger, la Cour va d'abord étudier la personnalité de l'accusé. Cédric Jubilard, plaquiste de formation. Les jurés voient un expert psychiatre, un expert psychologue. Cet expert décrit l'immaturité sentimentale dans laquelle est enferré Cédric Jubilard. C'est l'image d'un homme autoritaire, extravagant, arrogant, vantard, séducteur, impulsif, manipulateur, mais également travailleur, qui se dessine tout au long de cette enquête. Son enfance est marquée par des abandons et des rejets successifs qui ont pu engendrer des atteintes narcissiques fortes et à ce jour non résolues. La présidente peut à tout moment faire interroger l'accusé, qui dans la procédure a déjà été auditionné à plusieurs reprises. Je n'ai vu mon père qu'une ou 2 fois dans ma vie. Il ne valait rien. Ma mère s'est mise avec mon beau-père Olivier quand j'avais 4 ou 5 ans, je pense. J'ai été placé tout petit en famille d'accueil. À l'adolescence, privé de sa mère, il est en recherche d'affection de manière perpétuelle. Selon les experts psychologues, Cédric Jubilard souffrirait de profondes carences affectives. Des fragilités qui peuvent servir la défense comme l'accusation. Cédric Jubilard, c'est un homme un peu paumé, qui est marié, qui a 2 enfants, qui vit à travers Delphine, qui vit pour Delphine, qui a du mal à s'insérer dans la société des hommes, qui a du mal à s'insérer professionnellement et qui, dans son intimité, a aussi des difficultés à maintenir la famille qui est la sienne. Cédric Jubilard, c'est quelqu'un qui avait une vie sociale assez peu épanouissante. C'est quelqu'un qui vient des basses couches sociales, qui s'est élevé un petit peu grâce à sa femme, qui est infirmière, qui correspondait à une CSP un peu plus élevée. Elle, une jeune fille de bonne famille qui cherchait la protection de quelqu'un qui était un petit peu caïd et qui allait lui apporter un peu de sécurité. Et lui qui cherchait une femme susceptible de l'élever et avec qui pouvoir fonder un foyer. Ils étaient un petit peu le trait d'union tous les deux entre 2 mondes qui n'auraient jamais dû se connaître. Vidéos, témoignages des proches, tout ce qui peut éclairer la cour sur la relation entre Cédric et Delphine Jubilard est passé au crible. Il n'y a pas plus gentil qu'elle. Il n'y a pas plus à l'écoute qu'elle. Dès que quelqu'un est malade, un enfant de chez nous qui se fait mal, c'est la première à courir. Qu'est-ce que t'as? À paniquer. Enfin, elle est vraiment, c'est celle dans le lot qui va être très. C'est mes chouchous, les enfants, c'est mes copines. Voilà, c'est vraiment la personne dans le lot qui est douce, drôle, voilà.
C'est un couple qui s'est rencontré extrêmement jeune puisque Delphine est tout juste majeure. Lui est un tout petit peu plus âgé, ils ont très peu d'écart d'âge. Et c'est un couple qui va très rapidement un peu fusionner et va être décrit comme étant vraiment très symptomatique de l'adage « les contraires s'attirent ». C'est-à-dire qu'il est décrit comme étant aussi sulfureux, extraverti, dans la provocation, qu'elle n'est décrite comme étant très discrète, très timide et très introvertie. Mais pour autant, c'est un couple qui semble fonctionner et dans lequel chacun trouve un écho dans l'autre. Proche objectivement Delphine, c'est qu'il ne garde jamais un emploi très longtemps. Il est instable, il se fait virer. Il est objectivement très accro à la consommation de cannabis et d'herbe. Péniblement, il rembourse effectivement le prêt du terrain qu'il a acheté. Elle rembourse le prêt de la construction de la maison. Et puis quand il manque d'argent, il en tape sur le compte de son épouse et sur le compte des enfants. Qui peut se vanter d'être le mari idéal ? Tout ça, encore une fois, ça fait partie du tableau qu'on a voulu présenter de lui. Delphine Jubilard, à ce moment-là, est une femme qui finalement n'a pas beaucoup vécu sa vie de femme, puisqu'elle avait rencontré Cédric extrêmement jeune, et qui, arrivée à l'âge de 30 et quelques années, ne veut plus de cette vie-là, qu'elle qualifiera de vie de bidochon dans les messages. Elle ne veut plus de Cédric, qu'elle qualifie également de bidochon. Et donc, vers la fin de l'été 2020, elle va faire part à Cédric Jubilard de sa volonté de se séparer. Cédric, lui, s'accroche, il a toujours espoir de reconquérir le cœur de sa femme, puisqu'il l'aime. Il le dit à sa mère plusieurs fois, il le dit à Delphine aussi. Il est désespéré au téléphone quand il lui parle, quand il lui envoie des messages, il lui écrit « Reviens-moi vite, tu es ma vie, tu es mon cœur ». Enfin, voilà, donc il a encore des espoirs. Elle a tourné la page, elle est sur autre chose, elle se rend bien compte que Cédric Jubilard ne grandira pas, parce que c'est un enfant, Cédric Jubilard, il est immature, et elle voit bien qu'elle perd son temps avec lui et qu'il ne changera jamais. Certains témoignages avancés par l'accusation éclairent d'un jour plus sombre la personnalité de Cédric Jubilard. Selon eux, il pouvait se montrer très dur envers ses deux enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, et Delphine. C'est établi dans le dossier. Louis tremblait par rapport aux réactions qui n'étaient pas toujours très justes et surtout qui étaient très brutales, inattendues de la part du père. Donc il était toujours un peu sur ses gardes, cet enfant. Et s'agissant d'Elia, on retrouve un peu le schéma qui était appliqué par Cédric à l'égard effectivement de Delphine. Il la déconsidère. C'est-à-dire que Elia, elle était un peu trop grosse. Elia, elle n'arrivait pas à marcher alors qu'elle n'avait pas atteint encore l'âge de 2 ans. Et donc, ça donnait à Delphine, occupe-toi de ton handicapé. Quelques mois avant la disparition de Delphine, Cédric Jubilard aurait commencé à surveiller sa femme, de plus en plus distante selon les proches du couple. La cour dispose de l'enregistrement de la garde à vue de Cédric Jubilard, durant laquelle les enquêteurs lui demandent d'expliquer ce comportement suspect. Donc vous cherchez à savoir si Delphine a un amant? Oui, de temps en temps je pose des questions et je l'espionne un petit peu peut-être. Comment vous l'espionnez? Le relevé des comptes, la nounou. Aussi je demande à ses copines si elles savent qu'elle a un amant. C'est tout ce que vous faites? Oui, je suppose. Il y a des nuits d'hôtel, il y a des locations de voitures, il y a des achats de lingerie. Voilà, donc forcément, il comprend. Il comprend, même s'il dit que j'ai des doutes sur la présence d'un amant, etc. Il sait que sa femme est en train de lui échapper, que c'est terminé, et petit à petit, il va se résoudre au divorce, mais c'est compliqué. Cette infidélité provoque un sentiment de jalousie qui amène Cédric Jubilard à proférer des menaces contre Delphine seulement quelques semaines avant sa disparition.
Il va expliquer qu'il préfère la savoir morte que de la savoir avec un autre, tout simplement. Et qu'il n'hésiterait pas à la tuer et qu'on la retrouverait plus. Il va le dire à plusieurs reprises. Hein. Il va le dire à sa mère, il va le dire à des proches, à des amis communs. Et il raisonne comme toutes les petites frappes qui sont un peu de son niveau social et qu'on va retrouver petit fumeur de shit occasionnel et qui essaye de se la raconter pour avoir une vie ou une dignité dans la rue. Et effectivement, dans ce monde-là, vous pouvez pas dire « Ah oui, je suis cocu, j'assume et j'accepte que ma femme me trompe ». C'est pas possible. Donc oui, lui, c'est un système presque de défense de dire ça. C'est une habitude. Maintenant, si dans la rue, tous les petits racailleux qui disent « Ouais, moi, ma meuf, je la tue, je tue son amant, je fais des dingueries, machin », 3/4 du temps, 9 fois sur 10, personne ne passe à l'acte. Hein. Face aux enquêteurs, Cédric Jubilard semble être détaché quand ils lui demandent de se justifier. Vous avez menacé plusieurs fois de tuer votre femme auprès de différentes personnes qui ne se connaissent pas. Quel est votre sentiment? Si j'avais dit ça, vous croyez vraiment que je l'aurais fait derrière? Je ne me souviens même pas d'avoir dit ce genre de choses. Que penseriez-vous à la place des enquêteurs? Que je suis un menteur, ou que j'ai une mémoire sélective et que j'ai commis l'acte. On est sur une affaire qui est des plus mystérieuses, avec une énigme, avec un accusé un petit peu retors, avec une personne qui nie ce qu'on lui reproche, et des éléments avec beaucoup de charges, beaucoup d'indices, mais aucune preuve. Quels sont les éléments recueillis lors de l'enquête? Les gendarmes vont venir raconter leurs investigations à la barre. À partir de là, chaque juré se représentera ce qui a pu se passer lors de la disparition de Delphine Jubilard, alors âgée de 33 ans. L'affaire Jubilard commence le 16 décembre 2020. À 3h45, il dit s'être réveillé par les pleurs de sa petite. Il rentre dans la chambre de la petite, il dit qu'il lui remet la tétine, qu'il la prend un petit peu dans les bras et qu'il la repose dans son lit. Là, il se rend compte que sa femme n'est plus à la fois dans la chambre conjugale, ni dans le salon, sur le canapé où elle avait parfois l'habitude de dormir. Et elle n'est plus dans la maison. Il reconnecte son téléphone et c'est là qu'il va commencer à se poser des questions sur pourquoi elle n'est plus là. L'accusé, Cédric Jubilard, a donné cette version des faits aux enquêteurs. La répétera-t-il devant la cour? J'ai vu Delphine pour la dernière fois la veille, vers 22h30, lorsqu'elle est venue me faire un câlin avec notre fils, Louis, de 6 ans. J'ai fait le tour de l'intérieur de la maison et dans le sous-sol. Delphine était introuvable. Je suis allé à l'extérieur pour voir si elle était dehors. Quand il ouvre, les chiens sont devant la porte. Donc il va immédiatement échafauder l'hypothèse selon laquelle Delphine serait sortie dans la nuit avec les chiens et les chiens seraient rentrés tout seuls. L'enquête révélera que Delphine ne sortait jamais les chiens, que c'était encore moins une habitude, et ça émane de plusieurs témoignages différents, de gens qui ne se connaissent pas entre eux. Devant la cour, Cédric Jubilard va-t-il raconter le déroulé de la nuit du 15 au 16 décembre, comme lors de cette audition? Après environ une demi-heure de recherche, j'ai commencé à contacter plusieurs personnes par message. Coucou. Tu es là? Tu as Delph avec toi? Juste pour savoir, je ne sais pas où elle est. Ah, désolé, pas du tout. Je l'ai appris par Cédric sur le groupe qu'il avait créé pour son anniversaire, surprise, où il nous dit tout simplement qu'elle n'est plus à la maison. Si elle est chez l'une d'entre nous, qu'on le lui dise, quoi. J'ai essayé de contacter Delphine par SMS et appels vocaux. Elle n'a jamais répondu à mes appels et SMS. J'ai décidé de contacter la gendarmerie vers 4h20. L'appel à la gendarmerie de Cédric Jubilard a été enregistré. La cour dispose de la transcription de cette conversation pour juger de l'état émotionnel de l'accusé.
Ça vous paraît bizarre qu'elle soit partie? Elle a pas rejoint quelqu'un ou non dans la nuit? Écoutez, franchement, que ce soit fait d'accord, mais qu'elle le dise, qu'elle me laisse pas là, comme un con à galérer. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir si elle est en danger ou si elle n'est pas en danger. Mais j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais même pas quoi vous dire. Voilà, parce que justement... Je préfère partir du principe qu'elle est en danger. Bon, je vais vous envoyer une patrouille déjà pour voir un peu ce qui se passe sur place. Voir si elle n'est pas sur... Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Allez, je vous envoie quelqu'un, monsieur. C'est manifestement un homme qui est inquiet de s'apercevoir en pleine nuit que sa femme n'est plus dans la maison. Il ignore totalement où elle est et les termes qu'il emploie, le ton qu'il emploie, et d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce procès-verbal, il est mentionné que Cédric Jubilard est en pleurs. C'est un homme qui est soumis à une émotion qui n'est pas feinte. Les primo-intervenants de la gendarmerie, c'est-à-dire le premier équipage, va donc se rendre sur les lieux aux alentours de 4h50 du matin pour être accueilli par un individu dont la tenue est singulière puisqu'il est en pyjama panda et qu'il attend effectivement l'arrivée des gendarmes. Ils vont dire, c'est très curieux parce qu'il nous a réceptionnés avec un pyjama panda, avec une capuche et des oreilles, donc c'est curieux. Bon, que répondre à cela? Que c'est peut-être curieux, mais enfin c'est son pyjama. Donc on peut lui reprocher peut-être d'avoir un pyjama panda, mais enfin c'est son pyjama, il est 5h du matin quasiment, il accueille les gendarmes, non pas en costume, mais avec son pyjama habituel. J'arrive la première et vu que c'est éclairé à l'intérieur, je le vois accroupi. Pour moi, Monsieur Jubilard est accroupi devant la machine à laver. Dans mon souvenir, le hublot est ouvert. Il est en train de le refermer quand il nous voit arriver. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dans la machine, ni ce qu'il faisait exactement. Pour que les jurés se fassent une meilleure idée, des documents peuvent être projetés comme les photos de la reconstitution des faits, car le comportement de Cédric Jubilard devant cette machine à laver peut être jugé surprenant. Pardon de le dire ainsi, mais l'hygiène corporelle de Cédric Jubilard interroge sur cette pratique. Je ne pense pas qu'il passait sa vie à faire des machines à laver. Ça, c'est quelque chose qui va lui être reproché dès le début. Et lui, il va l'expliquer de la façon suivante. Il va dire, moi, j'ai appelé à 4h09 du matin. Ils arrivent 50 minutes après. Dans l'intervalle, je ne vais pas me recoucher. J'ai pas du tout envie de dormir. Je suis inquiet. Je ne sais pas quoi faire. Et donc, je prends des choses qui sont par terre, puisque nous savons que c'est pas très ordonné chez lui. Et je vais les mettre dans la machine à laver en attendant qu'ils arrivent. Alors, il aurait dû faire quoi? Se servir un verre d'eau, prendre un café. De toute façon, tout lui aurait été reproché. Que pouvez-vous nous dire sur cette machine à laver? Rien, c'est juste qu'à force de tourner en rond, j'ai essayé de ranger un minimum vu qu'il y avait du monde qui allait venir. J'ai dû mettre les 4 chaussettes qui restaient à moi de quand je suis rentré, plus la couette que la chienne avait tachée. Elle avait fait pipi dessus. Cette couette fait partie des éléments étudiés de près par les enquêteurs. Les jurés vont devoir se faire une opinion. Cédric Jubilard dit-il la vérité ou cherche-t-il à manipuler les enquêteurs ? Ce qu'on peut redouter, évidemment, c'est qu'une scène d'altercation sur fond d'étranglement soit intervenue et qu'il y ait pu y avoir, des liquides qui se soient répandus. Ça peut être l'urine d'une victime qui est surprise, ça peut être des taches de sang, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a prélevé l'eau du siphon. Alors c'est vrai que l'eau du siphon ne produit rien. C'est vrai que scientifiquement, on n'avance pas beaucoup en matière d'urée parce que les spécialistes du genre vous disent que l'urine animale ne peut pas être discriminée par rapport à de l'urine humaine, donc c'est très compliqué. La seule chose qu'il faut retenir de cette machine à laver, c'est que lorsque vous perdez votre épouse, lorsque votre femme disparaît, vous n'utilisez pas la machine à laver en pleine nuit, sauf pour des raisons qui vous sont propres, peut-être pour effacer des preuves. Les enquêteurs vont raconter à la cour les autres constatations qui ont été faites dans la maison. Ils ont cherché en priorité des indices pour déterminer s'ils avaient affaire à un départ volontaire ou à un crime. Sur la table de la salle à manger, nous remarquons la présence d'un sac à main ouvert.
Quand les gendarmes rentrent dans la maison, ils notent immédiatement que les affaires de Delphine sont présentes au domicile. Il y a ses cartes d'identité, son sac à main, ce qui est complètement incompatible avec un départ volontaire d'une femme qui décide de partir en prenant évidemment ses affaires personnelles pour aller refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou pour partir en voyage, enfin voilà. Mais personne ne dit qu'elle est partie à l'autre bout du monde. À un moment donné, selon la thèse de Cédric Jubilard, elle est sortie. Manifestement, elle est sortie, puisqu'au moment où il va se coucher, elle est encore dans la maison. Elle a pu enfiler une veste parce qu'on est en hiver. Elle a pris son portable et elle est sortie. Elle n'a pas pris ses affaires, elle n'a pas pris une valise parce qu'elle... Je n'imagine pas qu'elle ait eu l'idée à ce moment-là de fuir de partir définitivement de cette maison. Un autre élément troublant, qui va être finalement l'élément matériel le plus fort, c'est que les gendarmes retrouvent les lunettes de Delphine Osaguel dans un état complètement cassé, inutilisable. Dans la maison, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de meubles cassés. Le seul indice matériel, ce sont ces lunettes brisées. Il va y avoir des expertises très précises, très techniques, qui arrivent à la conclusion formelle que ces lunettes n'ont pas pu se casser simplement en tombant ou en marchant dessus, mais qu'il fallait une force très importante pour les briser. Et cela vient caractériser l'idée qu'il y a bien eu une dispute, une altercation physique ce soir-là. Si cet homme avait frappé Delphine ce soir-là au point de lui casser les lunettes, à ce moment-là, il les aurait fait disparaître, au même titre qu'il aurait fait disparaître le corps, le téléphone, les éléments que l'on n'a pas retrouvés. Il ne les aurait pas laissés au vu et au su des gendarmes. Elles sont, vous le voyez sur les photos, elles sont là, sur le bar, elles ont toujours été, et ça n'a intéressé personne, parce qu'on savait de toute façon que Delphine avait des lunettes cassées. Et ce jour-là, on a une photo, elle va au parking, puisqu'elle va faire des courses à la banque d'Albi, et elle n'a pas de lunettes parce qu'elle portait des lentilles. Mais les enquêteurs disposent d'un autre élément qui pourrait indiquer qu'une violente dispute aurait bien eu lieu cette nuit-là au domicile du couple. Les gendarmes découvrent par la suite, au cours d'une enquête de voisinage, que deux voisines ont entendu des cris stridents, des cris d'effroi, ce sont leurs termes, provenant du domicile des Jubilard, mêlés à des aboiements de chiens. Ça laisse évidemment penser qu'il y a bien eu une scène de violence au domicile des Jubilard, scène qui en plus est tout à fait compatible avec ce qu'a pu entendre le petit garçon. L'enfant du couple a lui aussi été entendu à 3 reprises par les enquêteurs. Dans sa dernière audition, il évoque une dispute entre ses parents. Le petit dit « Moi, j'ai regardé dans l'embrasure de la porte, comme ça chauffait, j'ai fait comme souvent, j'ai essayé de faire du bruit pour les séparer. » Parce que c'était son réflexe. Il voulait qu'ils arrêtent de se disputer. Donc il fait du bruit, il file dans sa chambre, il se met dans le lit, il a pour habitude de dormir avec la porte de la chambre entrebâillée parce qu'il a un petit peu peur dans la nuit. Et là, il entend quelqu'un qui vient fermer la porte de sa chambre et il s'endort. Et pour être tout à fait honnête, c'est une source inextinguible de culpabilité pour ce jeune garçon. C'est-à-dire qu'il regrette de s'être endormi. Alors le témoignage de Louis est très important et en même temps très fragile. Par nature, c'est un enfant de 6 ans au moment de la disparition de sa maman, avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer sur la crédibilité, la temporalité de ce que ce gamin peut avoir retenu et vu de la soirée. Et c'est surtout un témoignage qui va être évolutif. Cet enfant qui a été entendu 3 fois va faire 3 déclarations complètement différentes. Et là, il va complètement changer de version et expliquer qu'il aurait vu des choses cette nuit-là, et notamment une empoignade de ses parents et des arrête et qu'après il était retourné se coucher. Alors, que faire de ce témoignage-là? À mon avis, pas grand-chose, et c'est fort heureux, puisque faire porter la responsabilité d'une accusation sur un gamin de 6 ans est quand même un peu dérangeant. Après l'inspection de la maison, l'enquête de voisinage, les enquêteurs s'intéressent à la voiture de Delphine.
elle seule la conduisait. Elle est donc la dernière personne à avoir en principe utilisé les clés. Cédric Jubilard va remettre la clé de la voiture et lorsqu'il remet cette clé aux gendarmes, il y a déjà un petit problème qui se pose, c'est que selon eux, il remet la clé sans la chercher visiblement. La clé de cette voiture, traditionnellement, était posée sur le bar de la maison, sur la table bar. Et là, manifestement, il va la chercher dans le manteau de Delphine, sans la chercher. Donc, ils estiment que ça prouve qu'il savait où était la clé et donc il aurait très bien pu se servir de la voiture. Cette voiture a-t-elle pu servir à transporter le corps de Delphine s'il s'agit d'un meurtre? Le sens de stationnement du véhicule pourrait le laisser penser. Il se trouve que Delphine avait l'habitude de garer invariablement sa voiture dans le sens de la pente, au même emplacement. Elle avait une place qu'elle s'était dédiée. Et au petit matin, vous avez un artisan qui affirme très solennellement qu'il avait été surpris par le fait que, exceptionnellement, cette voiture avait changé, non pas d'emplacement, mais de position. Elle était garée le nez vers la pente, alors que d'habitude, tous les jours, il avait observé le stationnement inverse. Et il se fait la réflexion, il dit « Ce qui m'a marqué, c'est que quand je monte dans ma fourgonnette, je vois les 2 sièges enfants, ce que je ne vois jamais. » Ça signifie que la voiture a été utilisée. Pour commettre les faits, pour faire disparaître le corps, la voiture a été utilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre. Ce que Cédric Jubilard conteste formellement. Delphine se garait toujours vers le haut quand elle revenait du travail et vers le bas quand elle revenait de l'école. Indépendamment de la façon dont elle a été garée, la question reste la même. Cette voiture a-t-elle été utilisée cette nuit-là? Un autre indice conforte les enquêteurs dans cette hypothèse. Ils observent qu'une vitre étant ouverte, nous sommes en décembre, et qu'il y a de la condensation à l'intérieur du véhicule. À partir de ce moment-là, vous avez effectivement des experts qui vont être appelés à se positionner et disent en réalité, compte tenu de la température ambiante, il faut qu'il y ait eu des corps qui aient pu rentrer à l'intérieur du véhicule et dégager suffisamment de chaleur pour qu'un pont thermique, et donc de la condensation, se crée entre la température extérieure et la température à l'intérieur de l'habitacle. Vous avez une voiture qui est vétuste, absolument pas étanche. Et donc vous avez, si vous laissez une voiture comme ça dehors, avec les baisses de température, il y a le point de rosée, alors très scientifiquement tout ça, ça y est dans le dossier, qui fait qu'à un moment donné, vous avez de la rosée qui s'installe dans une voiture. J'ai déjà fait des constatations sur les voitures de mes fils qui étaient étudiants et qui avaient des voitures dignes d'un étudiant, et je me suis fait la remarque en sortant de chez moi, de me dire « Ah ben oui, il y a plein de billets dedans », et pourtant personne n'y était monté dans la nuit. Tout au long du procès, plusieurs expertises sont présentées aux jurés. Des expertises à charge ou à décharge, comme les résultats des analyses du téléphone de Cédric Jubilard. Ils font l'objet d'une bataille d'interprétation de la part des avocats. C'est toute la difficulté de cette enquête, c'est qu'à partir du moment où les gendarmes n'ont pas matérialisé une scène de crime, on va chercher ailleurs des éléments de preuve. Et quand on va chercher ailleurs, forcément, ce sont des éléments périphériques. Et ces éléments, en l'occurrence, c'est la téléphonie. Le téléphone est une mine d'informations pour les enquêteurs. Ils découvrent ainsi que la nuit de la disparition, Cédric Jubilard a éteint son portable de 22h08 à 3h53. C'est quelque chose d'exceptionnel pour Cédric Jubilard d'éteindre son téléphone. Il dira, dans un premier temps, que c'est parce que la batterie était déchargée, que son téléphone était déchargé. On sait que c'est pas le cas et que son téléphone a été éteint. Donc c'est déjà quelque chose d'accablant, puisque la nuit où sa femme disparaît, Cédric Jubilard, qui quand même sait qu'un téléphone peut facilement être localisé, donner des informations, etc., décide d'éteindre cet outil de preuve. C'est confondant. Chacun des faits et gestes de Cédric Jubilard sur son portable peut servir d'argument en faveur de la défense, comme de l'accusation. Il va appeler Delphine 189 fois, alors qu'en comparaison, 6 mois plus tôt, Delphine n'était pas rentrée une nuit, il avait appelé moins de 10 fois. Donc c'est un premier élément qui est
qui est quand même évocateur d'une forme d'angoisse feinte. Ça paraît suspect parce que, à absence équivalente, on peut estimer qu'on attend de l'individu une réaction équivalente. Sauf si Cédric sait à ce moment-là qu'on ne reverra jamais Delphine et qu'il faut à ce moment-là se constituer des preuves d'une inquiétude forte, d'une inquiétude importante, d'une inquiétude tangible, d'une inquiétude que l'on pourra retracer à plus de 180 reprises ce soir-là. Évidemment, ça n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au mois d'août, où au bout de quelques appels, elle a fini par répondre pour dire que tout allait bien et qu'elle rentrait, et qu'elle s'était juste endormie. Autrement dit, on a des gendarmes qui comparent des situations qui en réalité ne sont pas comparables pour essayer intellectuellement de fabriquer un élément à charge qui n'en est pas un. La Cour va s'intéresser également à un autre téléphone, au centre de l'enquête, celui de Delphine Jubilard. Il n'a jamais été retrouvé, mais il a été possible de retracer sa localisation durant la nuit de sa disparition. Les juges ont essayé de le localiser par des techniques assez sophistiquées. Elles en ont déduit en fait que ce téléphone n'a pas bougé véritablement de la maison, ou très peu. En tout cas, il se situe dans une zone très proche de la maison. Donc ce téléphone n'a pas pu se retrouver à 5 km, à 10 km. Donc à partir de là, il considère que puisqu'il n'a pas beaucoup bougé de la maison, la seule personne susceptible de le détenir, ça serait Cédric Jubilard lui-même. Ce téléphone va à plusieurs reprises être activé dans la nuit et être activé par une intervention humaine. C'est ce que nous ont dit des experts. Et on a plusieurs horaires, minuit 33, 1h11, aux environs également de 4h du matin, et également à 6h52, qui est un horaire qui est important pour nous, puisque à cette heure-là, à 6h52, Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Et donc, si vous voulez, nous, depuis le début, nous disons que cette activation du téléphone pendant la nuit est extrêmement troublante, est extrêmement importante, et surtout de nature à déculpabiliser Cédric Jubilard, puisque ça veut dire que quelqu'un utilise ce téléphone, soit Delphine, soit une tierce personne, qui ne peut pas être Cédric Jubilard, puisque nous avons un horaire où il est avec les gendarmes. Ce que les gendarmes vont dire, c'est qu'à un moment donné, il était à l'autre bout de la pièce et qu'il aurait parfaitement pu manipuler le téléphone portable de Delphine sur quelques secondes, sans que les gendarmes, qui étaient occupés à faire d'autres constatations, n'aient l'œil sur ce téléphone portable. Si Cédric Jubilard est innocent, qui d'autre aurait pu être impliqué dans la disparition de Delphine? C'est une question que les enquêteurs se sont posées. Toutes les autres pistes ont été explorées. Celle du rôdeur qui serait passé à l'acte, celle évidemment du départ volontaire de Delphine Osaïguel, et puis également d'ailleurs celle du rôle qu'aurait pu avoir son amant ou la femme de son amant. L'amant, il est à la maison, il est en compagnie de sa femme. Il se couche à 23h. Et ça n'est pas simplement déclaratif. La domotique qu'il y a dans le domicile dans lequel vit l'amant et son épouse va confirmer qu'effectivement, l'amant et son épouse étaient à leur domicile entre le 15 et le 16 décembre 2020. Le scénario le plus probable est celui que retiendra l'accusation. On a un Cédric Jubilard qui surprend sûrement sa femme en train d'envoyer ce message. Moi aussi, envie de toi. J'attends que ça, que ton lit soit le mien. Tu m'envoies une petite photo de toi, bébé? Bonne nuit, ma chérie adorée. Donc un Cédric Jubilard qui découvre le poteau rose et qui, de rage, s'écharpe avec Delphine, un geste malheureux, l'étrangle, prend le corps, le place dans la voiture et puis va l'enterrer, le dissimuler quelque part. Donc pour la gendarmerie, pour les enquêteurs, la seule personne qui peut avoir fait du mal à Delphine Jubilard, c'est son mari. Les gendarmes ont
un peu fait semblant d'explorer d'autres pistes. On a par exemple plus de 200 personnes inscrites au fichier des délinquants sexuels qui habitent dans la zone géographique et qu'on va interroger et qui vont dire « non, j'ai pas tué Delphine, et puis dans la nuit du 15 au 16, je faisais ceci avec un tel, ou j'étais à tel endroit, je faisais cela », et on va se contenter de leur déclaration et on va rien vérifier. Ça fait quand même 200 et quelques personnes qui, manifestement, quand même ont un petit problème avec la délinquance sexuelle. Si les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent le suspect numéro 1 avec Cédric Jubilard, c'est aussi parce que son attitude, juste après la disparition de sa femme, les conforte dans cette idée. Vous êtes à 3, 4, mais 4, vous allez partir sur le 4. Lors des battues citoyennes organisées pour retrouver sa femme, Cédric Jubilard est accusé d'être peu impliqué, voire peu affecté. Les amis proches de Delphine, qui organisent les recherches, sont très vite assez étonnés de sa façon de participer en étant là et pas là à la fois. Il n'organise rien de lui-même. Il se rend au battu, mais immédiatement, elles perçoivent qu'en fait, il considère qu'elle est morte et qu'elle ne sera pas retrouvée. Il y a une forme, dès le départ, de détachement, mais de pseudo-tentative de se montrer actif dans les recherches. Tout va être commenté de toute façon sur le comportement de Cédric Jubilard. Un coup, il ne va pas à toutes les battues, c'est pas bien. Il y va, il est épié par tout le monde. S'il a le malheur d'esquisser un sourire, ça veut dire qu'il est machiavélique. Vous avez des personnes qui, pendant les battues, vont même essayer de le faire parler et l'enregistrer. Enfin bon, lui, sa position, c'est de dire quoi? De dire, mais moi, dès le premier jour, j'étais le suspect numéro 1. À chaque fois qu'on faisait des battues, tout le monde épiait le moindre de mes faits et gestes. Dès que je parlais à quelqu'un, ça chuchotait dans mon dos, on m'a même enregistré pour me faire parler. Donc à un moment, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Moi, Cédric Jubilard, j'ai fait de la provoque. Cette attitude un peu excédée, la Cour pourrait en prendre connaissance si la présidente rajoute au dossier un enregistrement de Cédric Jubilard, capté à son insu, un soir d'avril 2021. Il est encore en liberté et il vient voir des voisins qui cherchent sa femme. Mais est-ce que moi, on me dit merci pour tout ce que j'ai fait? Non, on s'en bat les couilles. Au final, je cherche oui comme vous. Ben voilà, donc moi, c'est pareil. De vous, je m'en fous. Avant, je vous connaissais pas. Cagnac qui cherche ta femme? Ah, peut-être plus que ce que tu peux l'imaginer. Ah ouais? Moi, je te le dis, moi, j'ai des doutes sur toi. Ah ben, y a pas de souci. Et des doutes. Sauf que comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves. Donc avant de faire des grandes blablabla, on redescend sur Terre et on cherche les preuves. Moi, je suis redescendu sur Terre. Eh ben la preuve. Toi, tu vas bientôt redescendre sur Terre. Moi, je te le dis. Non, mais moi, je te le dis. Moi aussi. Jusqu'ici, dans cette affaire, il n'y a ni corps, ni scène de crime, ni preuve irréfutable. Mais il y a un élément qui pourrait troubler les jurés, ce sont les confidences de Cédric Jubilard. Non pas devant les enquêteurs, mais devant des proches et aussi un codétenu. Lorsqu'il est en détention, Cédric Jubilard se confie à un codétenu, surnommé Marco, à qui il explique qu'il a bien tué sa femme et donne même des indications sur la façon dont il aurait procédé et puis le lieu où il aurait enterré son corps. Et enfin, il lui demande même des conseils pour être sûr que le corps ne va pas réémerger au gré d'un cours d'eau qui pourrait favoriser justement la réapparition du corps sur le terrain où il l'avait enterré. Quand on lui demande 50 000 fois par jour s'il a tué Delphine, au bout d'un moment, il est tellement lassé de répondre qu'il n'a rien fait qu'il fait peut-être de la provocation. Qui est intelligente, pas intelligente, bienvenue, malvenue, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est un homme qui est enfermé entre 4 murs et à qui on pose 20 000 fois par jour la question de savoir s'il a tué Delphine et où il l'a mise. Et donc à un moment, il répond par de l'absurde. Provocation ou véritable confession, la Cour doit se faire une opinion. Et pour cela, ils vont pouvoir entendre le témoignage d'une petite amie qu'il voyait régulièrement au parloir de la prison. Il lui aurait raconté en détail la façon dont il a tué sa femme. Il me parlait beaucoup du procès, il me dit « mais tu vas entendre des horreurs hein. ». Et donc un jour, à un parloir, je lui dis « mais c'est toi ?» Et là, il me dit « oui ».
Et c'est là qu'il m'a fait les aveux, en fait. Il m'explique qu'il passe à l'acte en me disant qu'il a étranglé parce que le lendemain, c'est un jour de reconfinement. Et en fait, il me dit que c'est le soir parfait. Et moi, il m'a dit qu'ils ne se sont pas disputés, qu'en fait, elle allait vers le canapé et qu'il l'a étranglée et qu'elle n'a pas pu pousser de cris. En fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais en fait, du coup, elle avait la couette, la housse de couette sous elle après, et qu'il ne savait pas, mais en l'étranglant, elle a fait ses besoins sur la couette et la housse de couette. Aux enquêteurs, Cédric Jubilard avait déclaré qu'il avait nettoyé la couette pour enlever l'urine de son chien. A-t-il dit la vérité? À cette petite amie, lors d'un parloir en prison, il lui aurait décrit également comment il se serait débarrassé du corps de Delphine. Sur le transport du corps, il me dit qu'en fait, il a mis Delphine dans la voiture. Il l'a portée, il l'a mis dans la voiture. Il a roulé au point mort et sans phare. Et il me dit qu'il ne reste que les os, qu'elle est dans une ferme, dans un champ. Il n'a pas eu besoin de faire de trous, mais qu'elle est recouverte de quelque chose. Je lui dis, mais c'est dans un cimetière et tout, mais il me dit, non, c'est encore plus loufoque que ça. Il ne me dit pas précisément où, parce qu'il me dit, c'est son jardin secret. Il me dit, c'est ma sécurité, je risque 30 ans si je te dis où elle est. Ce témoignage présente néanmoins quelques incohérences avec des points précis du dossier et ne représente pas un aveu formel devant une cour. C'est l'ensemble des éléments présentés pendant 4 semaines que les jurés, la présidente et ses 2 assesseurs doivent prendre en considération. L'action de juger est terrible. C'est toujours un travail extrêmement difficile, bien sûr. On leur demande de toute façon, je dirais, d'agir en bon père et en bonne mère de famille, en individu responsable, de laisser, je dirais, leur intime conviction faire le travail. C'est toute la difficulté de leur serment. Je ne suis pas certain d'avoir envie d'être à leur place, mais par contre, on essaiera d'éclairer leur lanterne judiciaire. Avant le verdict, l'accusé aura le dernier mot et sa défense aura la lourde tâche de convaincre une dernière fois de l'innocence de son client. Je vais m'attacher à faire revenir tout le monde aux fondamentaux qui doivent nous guider, à la boussole qui est celle de la justice, c'est-à-dire quels sont les éléments de preuve réunis contre cet homme. Le reste est indifférent. Savoir si cet homme est sympathique, pas sympathique, s'il est sulfureux, pas sulfureux, s'il aurait pu le faire, pas le faire, tout ça est indifférent. La justice, c'est est-ce qu'on a des éléments de preuve de ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'on a des éléments de preuve permettant de l'imputer à Cédric Jubilard? Et la réponse est non. Écroué depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubilard a déjà passé 4 ans et 3 mois en détention provisoire. Si les jurés le reconnaissent coupable de meurtre sur conjoint, il encourt la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. S'il est reconnu innocent, il sera acquitté et libre.